Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parmi vous, je ne doute pas qu'il y en a beaucoup qui rêveraient de partir à l'aventure en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud. Eh bien, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va peut-être vous refroidir dans vos projets. Et si vous êtes juste un énorme radin qui cherche une excuse pour ne pas partir en voyage avec vos amis, eh bien, cette histoire va également être un argument particulièrement efficace à mon avis. Bon, et pour être honnête, il est possible que derrière vous décidiez de ne partir nulle part ensuite. Mais avant de commencer ce terrible récit, rempli de mystères également, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir et surtout pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Chris Kremers, 21 ans, et Lisanne Froon, 22 ans, sont deux étudiantes néerlandaises qui ont décidé de s'organiser un beau voyage en Amérique latine pour fêter le diplôme de Lisanne. Ce voyage doit s'effectuer en deux étapes. Une d'abord au Costa Rica et enfin la majeure partie de l'exploration au Panama. Et si elles décident de partir dans ces pays, ce n'est pas pour rien, c'est pour essayer de parfaire leur espagnol et surtout de profiter de la culture locale et notamment de la nourriture, de la fête, etc. C'est donc le 15 mars 2014 qu'elle décolle de l'aéroport d'Amsterdam pour un voyage d'une durée minimum de 6 semaines. Le 29 mars 2014, alors que cela fait déjà 2 semaines qu'elles sont sur place, elles se rendent à Boquete, une petite ville de l'ouest du Panama. Et la ville de Boquete est un peu particulière, notamment de par sa géographie, puisque c'est une ville qui se trouve en altitude, à peu près à 1200 mètres, et vous le comprenez, vu qu'elle est en altitude, la température et la météo est un poil différente que dans le reste du pays, le Panama. Ce qui engendre la venue de beaucoup de personnes, qu'elles soient panaméennes ou bien de simples touristes, pour aller visiter un climat différent, mais aussi une structure différente et les montagnes qui entourent la ville. Le programme de nos deux jeunes étudiantes néerlandaises à Boquete était le suivant. Elles devaient vivre pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines avec une famille panaméenne pour essayer d'apprendre l'espagnol et en échange, eh bien, elles travaillaient pour elles. Et alors que les deux jeunes femmes pensaient qu'elles allaient travailler directement au moment où elles arrivaient à Boquete, la famille d'accueil leur explique qu'en réalité, elles n'ont besoin d'elles que pour les 3 dernières semaines, ce qui laisse, vous l'avez compris, une semaine de battement et une semaine de tourisme aux deux jeunes femmes. Et comme la région est montagneuse et magnifique de par la nature qui l'entoure, eh bien, les deux jeunes néerlandaises ne se font pas prier et décident d'emprunter l'un des multiples chemins de randonnée. Et vous allez voir que ce décalage d'une semaine du travail au sein de la famille d'accueil va coûter extrêmement cher aux deux jeunes filles. Le 1er avril 2014, par un temps magnifique et en plein milieu de matinée, les deux jeunes néerlandaises décident de s'attaquer au sentier de la Pianista. Le sentier n'est pas le plus facile du coin, il faut parcourir à peu près 8 km pour atteindre le sommet, et une personne avec des capacités physiques moyennes devrait mettre entre 2h30 et 3 heures d'ascension pour atteindre le sommet justement. Chris et Lisanne ont emprunté un taxi qui les a déposés aux abords du sentier. Mais elles n'étaient pas toutes seules, elles étaient accompagnées également d'un petit chien qui appartenait à certains villageois de Boquete et qui avaient décidé de les suivre, et très généreusement, elles avaient accepté que le chien vienne avec elles pour cette petite ascension. Les deux jeunes femmes sont très légèrement équipées, à l'image de la randonnée qui les attend et qui n'est pas très difficile. Elles portent sur elles un short, un débardeur, et dans leur sac à dos, il y a quelques effets personnels, notamment leur passeport, une bouteille d'eau, leur appareil photo numérique et leur téléphone portable. Et tout ça est regroupé dans un seul sac à dos. Retenez-le bien, parce que c'est très important pour la compréhension future de l'histoire. Une petite précision tout de même sur le sentier de la Pianista, parce que même s'il est vrai qu'il est assez aisé d'atteindre le sommet après 8 km de marche, si l'on décide d'aller un peu plus loin, l'affaire va se corser très fortement. En réalité, dès que l'on a basculé de l'autre côté du sommet, la géographie du terrain devient extrêmement compliquée. Il y a beaucoup de ravins, il y a beaucoup d'endroits piégeux, et si le temps venait à être humide par de la pluie ou quoi que ce soit, eh bien cela exacerberait le danger. Et si je vous précise tout ça, c'est parce que Lisanne et Chris sont arrivés au sommet à peu près à 13h. Mais 13h de l'après-midi, c'est très tôt, et cela laisse une large amplitude avant le coucher du soleil, et les deux jeunes néerlandaises ont envie de continuer de profiter de l'environnement paradisiaque qui les entoure. Surtout que Lisanne et Chris avaient fait du repérage sur leur ordinateur et avaient observé quelques points qui pourraient être intéressants au-delà du sommet. C'est alors qu'elles ont décidé de s'enfoncer un peu plus loin dans le sentier de la Pianista. Mais aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi, des panneaux indiquent au sommet qu'il est fortement déconseillé d'aller au-delà. Alors
pourquoi voulait-elle absolument traverser le sommet de la Pianista? Eh bien parce qu'en réalité, je vous l'ai dit, sur les cartes qu'elles avaient observées auparavant sur leur ordinateur, elles avaient constaté une chute d'eau, un point qui pour elles aurait été paradisiaque et qui finalement n'était pas si éloigné que ça du sommet et leur aurait permis de rentrer ensuite. Sauf que la notion de distance visionnée sur une carte satellite sur un écran d'ordinateur, et lorsque l'on est immergé dans la jungle, ce n'est absolument pas la même chose. En fonction de la topographie du terrain, une distance, même courte, pourra mettre plusieurs minutes, voire plusieurs heures à être parcourue si c'est difficile d'accès. Il semblerait que cela ait été le cas pour les deux jeunes néerlandaises, puisqu'elles ne sont jamais rentrées de leur randonnée sur le sentier de la Pianista. Le 2 avril, le lendemain donc, un guide local qui devait les emmener dans un autre endroit du Panama, ainsi que la famille d'accueil qui était censée les héberger, ont commencé à s'inquiéter et les deux jeunes femmes ont été portées disparues à partir du 3 avril 2014. Et même les habitants locaux vont apporter leur précieuse aide pour les recherches, mais même avec ça, les deux jeunes femmes ne seront pas retrouvées, et le 6 avril, les parents de Lisanne et de Chris vont s'envoler pour le Panama avec des équipes néerlandaises de recherche. Et les équipes néerlandaises n'arrivent pas les mains vides, puisqu'il y a beaucoup de matériel d'une haute technologie pour faire des recherches dans cette jungle très dense qui va leur servir. Malheureusement, pendant 10 jours de recherche intense, les deux jeunes femmes ne seront toujours pas retrouvées. Malgré une armada de chiens renifleurs, des hélicoptères, des hommes aguerris à ce genre de terrain, eh bien, il n'y a toujours aucun signe de Lisanne et de Chris. Mais 10 semaines plus tard, en juin 2014, le sac à dos des jeunes femmes va réapparaître de façon curieuse. Une habitante locale va retrouver le sac de Lisanne et de Chris proche des rives de la Culebra, autrement dit la rivière du Serpent, juste à côté du village d'Alto Romero. Et ce même village se trouve à environ 17 km de Boquete, le village où les deux jeunes femmes auraient dû être hébergées, et à 8 km environ, toujours, du sommet du sentier de la Pianista. Au même moment, le short de Chris est retrouvé sur un rocher qui se situe au milieu de deux affluents, deux rivières qui se rejoignent, pliées proprement. Une découverte étrange, mais qui ne l'est pas plus que celle du sac. Parce que ce bagage a passé, je vous le rappelle, au moins plusieurs semaines dans la jungle, qui n'est pas un environnement très amical. En plus de ça, les derniers jours qui ont précédé, eh bien, il y avait eu énormément de pluie. Pourtant, le sac est en excellent état et sec. Poussant le mystère encore plus loin, les affaires que je vous ai énumérées au début de la vidéo sont toutes à l'intérieur et intactes également. Absolument rien n'a été volé, ni les passeports, ni l'appareil photo, ni même les 80 $ en liquide que les deux jeunes femmes avaient sur elles. Et ce n'est toujours pas fini, parce que la police va découvrir sur les objets personnels de Lisanne et de Chris 34 empreintes digitales différentes et 13 empreintes digitales différentes sur le sac. De l'ADN également, n'appartenant pas à Lisanne ou Chris, sera trouvé sur le sac à dos, mais aucune des empreintes digitales ou même l'ADN ne parlera et donnera lieu à une piste sérieuse. Par contre, l'appareil photo des deux jeunes néerlandaises, lui, contient des photos de la randonnée. « 133 clichés ont été pris à la suite. Jusque-là, rien d'anormal. Pourtant, lorsque la police va étudier la succession de ces photos, elle va se rendre compte qu'il en manque une. Les premières photos ont été prises, évidemment, le 1er avril 2014, lorsque les deux jeunes femmes ont entrepris ce petit voyage sur le sentier de la Pianista. Il n'y a rien d'exceptionnel à signaler sur ces photos, si ce n'est que les deux jeunes femmes semblent rayonnantes et ravies d'être à l'endroit où elles se trouvent. Mais les photos de fin d'après-midi démontrent des visages un peu plus tendus. Il y a notamment un cliché à 18h40 où l'on peut voir Chris assez tendu le long d'un sentier indigène difficile d'accès. La dernière photo prise par les deux jeunes femmes ce jour-là est la photo numéro 508. Mais il y a deux versions de cette photo. Dans les métadonnées de l'appareil, il est indiqué que cette photo 508 a été prise 8 secondes après la photo 507, ce qui semblerait avoir du sens. Mais une autre version de la même photo indique qu'en réalité cette photo numéro 508 a été prise 50 secondes avant un autre cliché. Cliché qui est impossible à retrouver au sein de l'appareil photo, ce qui perturbe tout particulièrement les équipes néerlandaises de recherche et d'enquête. Parce qu'en réalité, lorsqu'une photo a été supprimée manuellement directement sur l'appareil photo, il est possible de retrouver une trace du cliché manquant. Et il est absolument impossible que l'appareil photo ait, par accident, sauté un des numéros des photos. La théorie qui pourrait justifier cette disparition totale du cliché sans laisser aucune trace serait que l'appareil photo ait été connecté à un ordinateur et supprimé
depuis ce post. Cette affaire de la photo manquante ne vient faire qu'amplifier le mystère autour de cette histoire. Qui aurait pris l'appareil photo des deux jeunes femmes pour le brancher sur un PC et n'effacer qu'une seule photo? La police panaméenne, qui a affirmé que la disparition des deux jeunes femmes était un accident, aurait-elle eu un intérêt à retirer un cliché venant controverser leur version? Cela pourrait paraître étonnant, mais aucune hypothèse ne peut être écartée au vu de l'étrangeté de l'affaire. Surtout que cette photo pourrait être capitale pour résoudre l'affaire, celle-ci se trouvant entre les photos de jour où les deux jeunes femmes sont rayonnantes et souriantes, et les photos de nuit où clairement on peut lire l'anxiété sur leur visage. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre les deux? Cette photo aurait peut-être pu répondre à ça. Notez également que c'est à peu près à ce moment que les téléphones des deux jeunes femmes ont été utilisés pour émettre des appels d'urgence, augmentant encore une fois le mystère autour de tout ça. Mais l'appareil photo n'a pas fini de dévoiler ses secrets, et une série de clichés pris le 8 avril 2014, soit une semaine tout de même après le départ des deux jeunes femmes, va dévoiler une série de photos particulièrement intrigantes. 90 photos, toutes prises entre 1h du matin et 4h du matin dans l'obscurité la plus totale et sous un temps pluvieux. La fréquence de prise des clichés est étrange. Certaines sont prises avec quelques secondes d'écart, d'autres avec plusieurs minutes allant jusqu'à 15. Les photos ne sont pas floues, ce qui signifie qu'elles n'ont pas été prises sous la contrainte et qu'elles ont été prises volontairement. Les hypothèses, même les plus rocambolesques, sur le fait d'avoir pris ces photos en pleine nuit ont été avancées. Certains disaient que le flash était utilisé afin de faire fuir les animaux, d'autres que c'était pour être repéré. Mais rien de tout ça ne colle. Et notamment l'hypothèse selon laquelle elles auraient fait ça pour être repérées par des secours parce que la plupart de ces photos ont été prises sous le feuillage. Or, si elles avaient voulu que quelqu'un les voie au loin, il aurait fallu s'éloigner des arbres et des branches qui les recouvrent. Et une photo, un gros plan de l'arrière de la tête de Chris, va une nouvelle fois attirer le regard des enquêteurs puisqu'ils découvriront que celle-ci est blessée et saigne. Mais l'appareil photo ne permettra pas d'avoir plus d'indices que ça. Les téléphones portables, eux, permettront seulement de découvrir qu'il y a eu plusieurs appels d'urgence, plusieurs tentatives en tout cas, et que à aucun moment elles n'ont réussi à avoir quelqu'un à l'autre bout de la ligne. En revanche, une chose étrange, l'iPhone de Chris, entre le 7 avril et le 10 avril 2014, a fait l'objet de 77 tentatives de déblocage par le code PIN. Le code était 0556. Un code somme toute facile, et pourquoi est-ce que Chris aurait eu du mal à débloquer son téléphone à partir du 7 avril, alors qu'elle avait réussi sans aucun problème à le débloquer pour émettre des appels d'urgence? Là encore, aucune réponse et le mystère règne. Le 19 juin 2014, le long de la rive Culebra, arriva ce qui devait arriver. Des ossements sont découverts ainsi qu'un short en jean et 2 chaussures. Mais le short en jean a été découvert à plus de 14 heures de marche de là où se trouvait le sac à dos. Les ossements, eux, ont été retrouvés proche de la ville d'Alto Romero, là où avait été retrouvé plus ou moins le sac à dos. Enfin, le pied de Lisanne Froon a été retrouvé encore dans sa chaussure, entièrement lacé, et même avec de la chair autour de l'os. Et étonnamment, l'analyse médico-légale du pied a dévoilé que l'os ainsi que la chair avaient été coupés de manière très propre. Et aucune marque de griffe, de morsure ou quoi que ce soit qui pourrait être en lien avec les animaux n'a été relevé. Finalement, ce sont 33 ossements des 2 jeunes femmes qui sont retrouvés un peu éparpillés partout et de différentes parties de leur corps. Et un peu plus tard, le 29 août 2014, un morceau de peau appartenant au tibia de Lisanne est retrouvé. Et contrairement aux ossements de Chris, qui sont blanchis par le temps, ce qui signifie qu'elle est très certainement décédée avant Lisanne, la peau de Lisanne, elle, est à un état de décomposition précoce. La moelle osseuse retrouvée dans les os de Lisanne est intacte et n'est pas altérée par le temps. Ce qui signifie définitivement que Lisanne est décédée après Chris. Mais revenons sur le morceau de peau appartenant au tibia de Lisanne, parce que le médecin légiste néerlandais, lui, considère que pour avoir été retrouvé en boule comme ça, a été manipulé par une autre personne. Mais alors, avec tous ces indices, et tous ces mystères également, qu'est-il arrivé à Lisanne et Chris? Eh bien, il est très difficile de le savoir. Néanmoins, la police néerlandaise, elle, considère qu'il y a très certainement eu quelque chose d'étrange et que ce n'est pas un simple accident. Il y a eu une interaction à un moment donné avec d'autres personnes. Les autorités panaméennes ont quant à elles essayé de prouver qu'il s'agissait d'un homicide, d'un meurtre ou quoi que ce soit, mais au vu de l'étrangeté de l'affaire et des mystères qui règnent, a fini par classer cette affaire et déclarer qu'il s'agit d'un accident. Ce mystère compte parmi l'un des plus étranges parmi les histoires de disparition, et il n'est pas près d'être résolu, surtout au vu du nombre de questions qui restent en suspens. Qui a effacé l'image numéro 509 de l'appareil photo?
Qui a déposé le sac avec l'ensemble des objets personnels des deux jeunes femmes, sec et intact? Pourquoi est-ce que le pied de Lisanne a été découpé de manière très propre? Un mystère incroyable. J'ai beau avoir essayé de lire et relire les faits, de chercher sur internet, c'est absolument inexplicable. En tout cas, si vous avez une théorie, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, je suis curieux de la lire, tellement cette histoire est folle. Je vous remercie d'avoir été présent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Merci de m'avoir regardé, ciao.